Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, vous allez voir le travail du cycle 2 du département d'art dramatique du Conservatoire de Blois. Donc c'est aussi un examen avec un jury. Ils ont préparé pour vous des monologues et des scènes chorales. Donc pour faire un petit résumé de ce qu'ils ont fait dans l'année, ils ont travaillé autour du clown. Ils ont également travaillé sur des lectures en association avec la maison d'édition Quartet. Ils ont travaillé avec la compagnie Interstice, la compagnie de la valse, en collaboration avec la Hallogrin Scène Nationale. Et j'oublie quelque chose. Oui, ils ont travaillé aussi en danse, mouvement dansé avec la compagnie SA, donc Hervé Diasnas et Valérie Lamiel. Voilà. Donc j'espère que tous ces événements qui sont survenus pendant l'année, tout ce travail a conduit à une synergie qui portera ce que vous allez voir ce soir. Donc merci de couper vos téléphones portables complètement, de ne pas prendre de photos avec les téléphones portables parce que c'est un petit peu dérangeant. Évidemment, pas de flash. Voilà, c'est un travail assez délicat. À tout à l'heure. Merci. De toutes les vies sur Terre, la mienne est sans doute la seule qui ait un sens. C'est vrai, regardez autour de vous. Les gens ont des corps vides. C'est juste l'emballage. L'intérieur est vide. On ne vit plus que pour se reproduire. On se commercialise carrément. Chaque homme veut vendre son produit. Moi! Et comme chacun est plus con que son voisin, ça fonctionne très bien. Celui qui ne rentre pas là-dedans est seul. Comme moi. Mais moi, je dis, crevez tous! On ne vit pas dans une démocratie! On est toujours confronté à des fascistes de merde! On pourrait comparer l'appareil d'État à celui d'Hitler, c'est du réchauffé! Démocratie, ça veut dire pouvoir au peuple. Et je voudrais bien savoir quand est-ce qu'on a le pouvoir? Une fois tous les 5 ans, quand on vote, et qu'on a le choix entre une merde et une grosse merde. La seule solution, c'est le chaos. La théorie du chaos. On a besoin de grands chocs. On a besoin de grèves. On a besoin de vraies rébellions. Imagine-toi, dans ta putain d'école. Ton impère noir cache les outils de la vengeance et de la justice. Et là, après avoir bien regardé autour de toi, tu respires un grand coup. Et tu balances le premier cocktail Molotov. Eric Harris, le mec de Columbine, est sûrement l'homme le plus sensé qu'on puisse rencontrer. Eric Harris, c'est Dieu! Parfois j'ai l'impression de revivre sa vie, comme si tout allait se reproduire encore une fois. Je suis une version améliorée de Eric Harris. J'ai appris à travers ses erreurs, à travers sa vie, à travers ses bombes foireuses, à travers sa mort. Pourquoi les gens n'acceptent-ils pas les autres tels qu'ils sont? Pourquoi mes parents ne m'acceptent-ils pas comme je suis? Pourquoi est-ce que tu n'es pas normal, Bastian?
Je suis désolé, mais c'est quoi normal? Il ne cesse de me le dire. Qu'est-ce qui ne va pas, Bastian? Pourquoi est-ce que tu n'es pas normal? Je suis désolé, mais c'est quoi normal? Est-ce qu'il y a un bouquin, une page web qui dit ce que c'est normal? Je crois pas. Alors arrêtez avec cette position conservatrice hardcore et réfléchissez. Normal. C'est moi. Enfin, je veux dire, c'est soi. Chacun est comme il est. Dans 3 jours, le 20 novembre, tout sera fini. J'ai passé le point de retour. Et dans 2 jours, tout sera fini. Les gens seront allongés, morts, sur le sol de l'école, qui sera en train de brûler. Et mon cerveau s'envolera. Je ne suis pas un putain de psycho. Ce ne sont ni la musique ni les jeux vidéo qui me font tuer des gens. C'est vous. Comment peut-on tenir dans ce monde-ci? C'est le dernier soir que je verrai. Je devrais être heureux, mais quelque part, je ne le suis pas. C'est ma famille. Ce sont des gens bien, et je vais leur faire du mal. C'est triste de savoir que je ne les reverrai plus. Plus jamais. Alors à tous ceux que j'aime, je suis vraiment désolée pour tout ça. S'il vous plaît, ne croyez pas les merdes que les gens vont raconter après le 20 novembre. Tout ce que je veux maintenant, c'est tuer et blesser le plus de monde possible. Et peut-être qu'après, d'autres personnes seront mieux comprises et mieux traitées. Et que parmi eux, il y en a qui seront comme Eric et moi. Un putain de héros! Comme toutes les circonstances déposent contre moi, comme elles éperonnent ma vengeance rétive. Qu'est-ce que l'homme? Si le bien suprême, si l'emploi de son temps est uniquement de manger et de dormir, une bête, rien de plus. Certes, celui qui nous a fait avec cette vaste intelligence, avec ce regard dans le passé et dans l'avenir, ne nous a pas donné cette capacité, cette raison divine pour qu'elle pourrisse en nous inactive. Eh bien, est-ce que faites un oubli bestial ou d'un scrupule poltron qui me pousse trop précisément à réfléchir aux conséquences? Réflexion qui, coupée en 4, contient 1/4 de sagesse et 3/4 de lâcheté. Je ne sais pas pourquoi j'en suis encore à me dire. Voilà ce qu'il faut faire. Puisque j'ai motif, moyen et force de le faire. Des exemples, gros comme la terre m'exhorte. Témoins,
Cette armée, aux mains imposantes, conduite par un prince délicat et adolescent, dont le courage, enflé d'une ambition divine, se rit de l'imprévisible avenir, de la mort et du danger. Pour une coquille d'œuf. Pour être vraiment grand, il ne suffit point de ne s'émouvoir que par de grands motifs, mais de trouver cette grandeur dans la moindre querelle quand l'honneur est en jeu. Que suis-je donc, moi, qui ai l'assassinat d'un père, la trahison d'une mère pour exciter ma raison et mon sang, et qui laisse tout dormir? Tandis qu'à ma honte, je vois 20 000 hommes marcher à une mort certaine pour une fantaisie, une gloriole, aller au sépulcre comme au lit, se battant pour un champ qui est bien trop étroit pour qu'ils se battent tous et bien trop petit pour contenir tous les morts. Ah! Que désormais ma volonté soit de sang ou qu'elle soit néant! Ta bouche, Canaan. Eh bien, je la baiserai maintenant. Je la mordrai avec mes dents, comme on mord un fruit mûr. Oui, je baiserai ta bouche, Canaan. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je te l'ai dit. Eh bien, je la baiserai maintenant. Mais pourquoi ne me regardes-tu pas, Canaan? Tes yeux, qui étaient si terribles, qui étaient si pleins de colère et de mépris, ils sont fermés. Ouvre tes yeux, soulève tes paupières, Canaan. Mais pourquoi ne me regardes-tu pas? As-tu peur de moi, que tu ne veux pas me regarder? Et ta langue, qui était comme un serpent rouge, dardant des poisons, elle ne remue plus? Elle ne dit plus rien maintenant, Canaan. Cette vipère rouge, qui a vomi son venin sur moi,
C'est étrange, n'est-ce pas? Comment se fait-il que la vipère rouge ne remue plus? Tu n'as pas voulu de moi, Yochanan. Tu m'as rejeté. Tu m'as dit des choses infâmes. Tu m'as traité comme une courtisane, comme une prostituée. Moi, Salomé, fille d'Hérodias, princesse de Judée. Eh bien moi, Yochanan, je vis encore. Mais toi, tu es mort, et ta tête m'appartient. Je puis en faire ce que je veux. Je puis la jeter aux chiens et aux oiseaux de l'air. Ce que laisseront les chiens, les oiseaux de l'air le mangeront. Yochanan, Yochanan, tu as été le seul homme que j'ai aimé. Tous les autres hommes m'inspirent du dégoût. Mais toi, tu étais beau. Ton corps était une colonne d'ivoire sur un socle d'argent. C'était un jardin plein de colombes et de lys d'argent. C'était une tour d'argent ornée de boucliers d'ivoire. Il n'y avait rien au monde d'aussi blanc que ton corps. Il n'y avait rien au monde d'aussi noir que tes cheveux. Dans le monde tout entier, il n'y avait rien d'aussi rouge que ta bouche. Yochanan, Yochanan, pourquoi ne m'as-tu pas regardé? Derrière tes mains et tes blasphèmes, tu as caché ton visage. Tu as mis sur tes yeux le bandeau de celui qui veut voir son Dieu. Eh bien, tu l'as vu, ton Dieu, Yochanan. Mais moi, tu ne m'as jamais vu. Si tu m'avais vu, tu m'aurais aimé. Je sais bien que tu m'aurais aimé. Moi, je t'ai vu, Yochanan. Et je t'ai aimé. Ah, comme je t'ai aimé. Je t'aime encore. Je n'aime que toi. Et le mystère de l'amour est plus grand que le mystère de la mort. Il ne faut regarder que l'amour. Dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une larme de bonheur dont je connais la cause. C'est pour moi, blablabla. Et dès que je l'aperçois, je sens monter en moi mon
Me ferez-vous, Don Juan, la grâce de bien vouloir me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Vous êtes surpris, à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur, à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte, pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgé exprès, sans sujet légitime d'un départ si précipité, pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Et mes justes soupçons, chaque jour, avaient beau me parler. J'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux. Mais j'écoutais avec plaisir 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocent à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise, cependant, d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, je vous prie. Voyons de quel air vous saurez-vous justifier. Oh, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me dites-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi, et que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale, et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis, qu'il faut que malgré vous, vous demeurez ici quelque temps, et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, assuré que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible, qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre, qu'au milieu de moi vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre, non pas être interné comme vous l'êtes. Cela vous agrée peu, n'est-ce pas, de nous voir surgir, nous les chapeaux noirs, en ces lieux sombres et secrets où vous vous livrez à votre commerce. On m'a déjà dit ce que vous y faites. Je sais que par manœuvre, ruse et combinaison, vous ne cessez de faire monter le prix de la viande. Et si vous avez cru que vos manigances resteraient ignorées, aujourd'hui, comme au jour du jugement dernier, vous avez fait fausse route, car ce jour-là, la vérité éclatera. Et maintenant, un exemple. Quelqu'un bâtit une digue contre la furie aveugle des eaux. 1 millier d'hommes l'aident de leurs mains. On lui donne 1 million pour ce travail. Mais la digue vient à se rompre, et les eaux inondent tout, noyant ceux qui l'ont bâtie et bien d'autres encore. Comment qualifier l'homme qui a bâti la digue? On peut dire que c'est un homme d'affaires ou un gredin, c'est selon. Mais nous
nous vous disons que c'est un imbécile. Et vous, qui faites monter le prix de la viande et qui faites de la vie un enfer où les hommes deviennent des démons, vous n'êtes que des imbéciles, de pauvres, de pitoyables imbéciles, rien de plus! Par votre spéculation sans frein, votre sale cupidité, vous avez creusé votre propre perte. Tas d'imbéciles! Mais imbécile vous-même! Nul ne peut rien contre la crise. Juste au-dessus de nous, des stases inéluctables, plein de ces inconnus, les lois économiques! Les crises sont des catastrophes naturelles dont un cycle effroyable ordonne le retour. Comment? On nous étrangle et nul n'y pourrait rien. La cause de nos maux, c'est l'immoralité de vos combinaisons retorses. Pourquoi tant d'immoralité dans le monde? Peut-il même en être autrement? Bien sûr, si chacun est obligé de fendre d'un coup de hache la tête de son prochain, afin de lui faire céder le petit bout de jambon et le morceau de pain qu'il lui faut pour vivre. Et si l'homme est contraint de disputer à son propre frère le strict nécessaire, comment le sens des valeurs supérieures ne serait-il pas étouffé en son cœur? Considérez qu'il faut en user avec le prochain, comme on en use avec un client. Alors, le sens du Nouveau Testament s'éclairera tout de suite. Et vous verrez qu'il est, et demeure encore, foncièrement moderne. Prenez le mot service. Que signifie-t-il à part amour du prochain? À condition de bien interpréter naturellement. Messieurs, j'entends toujours dire que les pauvres n'ont qu'un sens moral. Et c'est vrai. Dans les bas-fonds, les slums, c'est là que gîte l'immoralité à l'état pur. Et par suite, la révolution. Mais alors, je vous poserai cette question. D'où tireraient-ils quelque moralité, eux qui n'ont rien? Où pourraient-ils prendre quoi que ce soit sans le voler? Messieurs, il existe aussi un pouvoir d'achat moral. Relevez-le et vous aurez la moralité. Et par pouvoir d'achat, j'entends quelque chose de tout simple, de tout naturel. L'argent. Le salaire. J'avais lu ça, que les pieds étaient gelés, éclatés. Gelés, éclatés. J'avais lu dans le dictionnaire que dans le pied, il y a le tarse, le métatarsien, les orteils. Et puis, je me suis dit aussi que les pieds de Boris, c'était encore des veines, des muscles, de la peau. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on a retrouvé de ces pieds? Les pieds de Boris Kos, le jeune Boris Kos. Ils écrivent ça dans le journal, le jeune Boris Kos. Qu'est-ce qu'on a retrouvé des pieds de Boris? Des tarses? Ou des métatarsiens? Des petits bouts de tarse? Des petits bouts de métatarsiens? Ou une bouillie d'orteils, de veines, de muscles, de peau? J'avais lu qu'il y avait du sang sur le matelas, qu'on avait retrouvé du sang sur le matelas, le sang qui venait des pieds. Alors j'ai pris le train.
Les pieds de Boris. Je ne pensais plus qu'à ça. Les pieds de Boris. 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 À force de lire ça, les pieds gelés et éclatés du jeune Boris Kos. Ils écrivent ça dans le journal. Le jeune Boris Kos. Boris. C'était plus personne. C'était pas le Boris que j'avais bien connu. Le Boris avec qui j'allais pêcher des ablettes. Comme si Boris, ça n'était pas du tout celui des ablettes. Le Boris qui m'avait appris à pêcher des ablettes. Oh. Non, ça n'était pas celui des ablettes et de la Kawasaki. Donc j'ai pris le train pour aller voir ses pieds. Comme si j'étais ses pieds. Personne ne se rappelait de lui. Je disais, vous savez où il est le hangar où il vivait, Boris Kos? Et je montrais l'article du journal. Oh, j'ai fait chier tout le monde à Sochaux avec ce Boris Kos et son hangar. Je disais, vous vous souvenez pas de Boris Kos? Et puis il faisait Boris Kos, non? Et je montrais l'article. Oh, je l'ai montré 150 fois cet article. Et je disais, vous savez pas où il est le hangar? Mais sur le journal, il y avait la tête de Boris et puis pas le hangar. Alors il savait pas de quel hangar je parlais. Je disais, bah regardez sa tête. Et il regardait sa tête et il disait, non, non. Oh et moi je l'avais regardé sa tête. 100 000 fois. Je ne l'avais pas reconnu non plus. Alors, j'avais pas reconnu ses pieds, j'avais pas reconnu sa tête. Non, mais c'était une autre tête d'homme, maigre, avec une barbe. Non, non, pas des rouflaquettes. Une barbe bien taillée, bien correcte. Oh, une petite barbe de fonctionnaire. Mais alors, il était où, mon Boris Kos à moi? Derrière cette barbe et dans ce journal? Et puis Madame Baumgartner m'a dit, oh, ce pauvre Boris, oh, il avait beaucoup maigri. Oh oui, les mêmes ont sauté de veau. Je sais pour Boris. Et elle s'est mise à pleurer. Et moi, ben, j'ai pensé aux ablettes et à la Kawasaki. Ben, j'ai pleuré aussi. Je lui ai dit, bon, bah, et le hangar? Elle m'a dit, ah non, ne me parle pas du hangar. Ah non, ce hangar, se laisser mourir dans un hangar. Ce pauvre Boris qui s'est laissé mourir dans un hangar. Bon, elle m'a dit que le hangar, c'est entre l'église et les bâtiments Peugeot. Entre l'église et Peugeot? J'ai rigolé. Elle m'a dit, ça vous fait rigoler, vous? Elle pleurait encore, et puis moi, j'avais déjà fini. Et c'est là que je l'ai haï, ce Boris, avec sa mort qui nous faisait pleurer. Puis lui, il avait accepté comme ça, sa mort, sans lever le petit doigt. Je l'ai haï pour la première fois. J'ai regardé par hasard la vitrine, là où il y avait écrit chez Baumgartner en grosses lettres et puis en petites lettres casse-croûte billard. J'étais donc de profil par rapport à Madame Baumgartner qui était elle derrière sa caisse. Et elle m'a dit, vous êtes son frère? J'ai dit ouais, le même tarin. Et je l'ai haï, ce Boris Kos, pour la deuxième fois, parce que j'étais son frère, qui m'avait pas téléphoné, qui n'avait pas pensé à moi une seule fois. J'ai essayé de revoir le temps des ablettes et de la Kawasaki. Je ne voyais que la photo du journal, la barbe, l'homme maigre, et le texte en dessous. Employé à l'usine Peugeot, s'est laissé mourir les pieds gelés éclatés. Les ablettes, la Kawasaki. Non, plus rien. Je ne voyais que le menton de Madame Baumgartner qui brillait. Elle n'avait pas encore fini de pleurer. J'ai bu un muscadet. Bon, j'en ai bu 4 de suite. Et Madame Baumgartner m'a fait la gueule. Hein. Je lui ai dit, bon, bah, je vais au hangar. Elle m'a dit, bah, faites comme vous voudrez. Et là, j'ai eu encore envie de pleurer. Parce que j'avais bu 4 muscadets. Hein. Ça m'avait rendu mou des jambes et de la tête. Puis je faisais que penser au pied de Boris, à ses tarses, à ses métatarsiens, à son sang sur le matelas. Madame Baumgartner m'a dit, vous marchez jusqu'au carrefour de Mulhouse. Vous remontez l'avenue du Général Leclerc, puis à droite, des rues, des rues, des rues, des rues. Elle me disait les noms, et puis l'usine. Et puis le hangar. J'ai poussé la porte du hangar. Je vois ses pieds.
les 2 pieds de mon frère. Et là, j'ai eu encore envie de pleurer. J'ai regardé le hangar. Et je l'ai haï pour la 3e fois. C'était un dépotoir. Non, il y a des hangars attirants, celui-là, c'était un dépotoir. Il était tel qu'il le décrivait dans le journal. Le matelas, le sang sur le matelas, des boîtes de vacherie vides, un camion rouillé, des revues électroniques appliquées. Je croyais que c'était pas vrai. J'étais pas vraiment là. Que Boris n'était pas le Boris propriétaire du quai, mais un autre Boris, plus gros, qui n'avait pas de barbe et qui faisait du 120 sur sa Kawasaki en chantant que Il était mort. Ça faisait à peine 10 jours. Rostia. Mon mari, c'était Rostia. Il s'appelait Rostia. Pompier. Versait des brouettes dans le cœur de l'enfer pendant ma nuit de noces. Transporté à Pripyat, alors j'y suis allée. Mais c'était plus ma nuit de noces. C'était l'hôpital. Alors j'ai demandé, qu'est-ce qu'il a, Rostia? Il est brûlé. Il est brûlé? Il est beaucoup brûlé? Mais où il est brûlé? Dedans. Mes jambes ne me tenaient plus. Dedans? Et comment ça, dedans? Comment peut-on être brûlé dedans? J'ai pas le temps d'expliquer. Moi je dis, mais je veux savoir comment on peut être brûlé dedans. Je veux savoir comment on peut être brûlé dedans. J'ai pas le temps d'expliquer. Moi je dis, je veux le voir. C'est interdit. On était peut-être 50 là-dedans. Comment ça, je peux pas voir Rostia? Il est brûlé. Il est brûlé dedans. Je couche là, sur le carrelage. On était peut-être 50 dans l'entrée. Mon Rostia est brûlé. Il est brûlé en dedans. Aujourd'hui, on s'est mariés. Je voyais pas comment ça pouvait être brûlé dedans. Je voyais pas comment on pouvait se marier et brûler le même jour. La ville a été évacuée. L'hôpital aussi. Il était à Kiev. Moi, logée chez des vieux à... Mais j'y étais jamais. J'étais toujours à Kiev. On savait rien. Je rentrais pour me laver, je mangeais plus, et j'y retournais. Je retournais à l'hôpital. Brûlé en dedans, mais toujours pas vu, mon Rostia. Il y en a qui sont morts. Et on a commencé à savoir. La fuite. Comme un tuyau de gaz qui fuit et qu'ils ont rebouché, nos pompiers. Les médecins me connaissaient. Comment il va, Rostia, je demandais. Il va pareil. Il me disait.
Mais c'était pas du gaz, je pensais. Il y en avait sur toute l'Europe. Et on avait fini par savoir. Un nuage sur toute l'Europe, et ça venait de chez nous. C'était toute la science des soviets qui fuyait dans un P. Et puis il y a eu cette histoire d'iode. Il fallait prendre de l'iode pour saturer la glande thyroïde. Vous connaissez les cachets d'iode? C'est blanc, l'iode. Ça pousse dans l'air de la mer. Vous connaissez la glande thyroïde? C'est dans la gorge. Mais c'était avant. On était encore à Pripyat. Est-ce qu'on était encore à Pripyat? Je m'en rappelle plus. Tant pis pour l'iode. Des nouveaux, il en arrivait tous les jours à l'hôpital. Des liquidateurs, on disait. Les premiers étaient tous morts. L'hôpital débordait jamais. À la brigade, tous morts, sauf le mien. Comment il va, Rossia, je demandais. Et je pensais, il va peut-être en rester un. À la guerre, il en reste toujours un. Et comme c'est le dernier le survivant, ce sera le mien. Mais la nuit, je pensais le contraire. Elle était si triste, cette chambre, que je pensais, à la guerre, des fois ils meurent tous, et le dernier à mourir, c'est celui qui a le plus souffert. Ma belle-mère et moi, on voulait toujours savoir. Et eux toujours. Il va pareil. Il va toujours pareil. Et puis celui-là, un jour, avec sa blouse blanche, qui vient me voir dans la salle d'attente, qui me prend la main sans me dire un mot, et qui m'emmène dans le couloir où on n'allait jamais. J'allais enfin voir mon Rostia. Il va pas du tout, il me dit. Il va pas du tout. Et il me laisse là, devant la chambre. Je rentre. Je rentre. Je rentre. C'est Rostia qui est dans le lit. J'étais contre la porte. Je ne sais pas s'il m'a senti entrer. Je ne sais même pas si c'est lui. Et puis, j'entends une petite voix. Je suis vierge, Olia. Moi aussi, je suis vierge, Rostia. Tu le sais que je suis vierge, tu le sais, ça. Il me regarde, et je vois ses yeux qui quittent le plafond, et je reconnais ses yeux. C'est mon mari. C'est l'été. Je suis en robe, je quitte ma culotte et je monte sur le lit. C'est mon mari. Et je monte sur lui. Elle est née au printemps. Je l'ai appelée Tina. Elle est née exactement aujourd'hui. Ils sont tous partis. Et ceux qui restent pendent aux branches. Le vent malin ne les berce plus. Comme des ivrognes, sans cesse ils dansent. Le pas devant les retire en arrière. Ils se soulèvent, ramassent le passé, lourd pantin qui s'en va dans le soir, appelle la brise qui pourra t'emporter.
Écoute. J'étais fille, près des 3 oliviers. Ou bien là-bas, plus loin, près du chêne qui ne tremble pas, dans la flambée ocre de l'automne. Ma ville était de sable et de pierres sèches. Ou bien je courais au long des fontaines, sous les terrasses des bruyères. Ou bien j'allais chercher la neige dans le seau pour le faire chauffer, au feu jaune de l'âtre. Et je mettais dans la bassine l'eau bouillante encore blanche, comme si elle se souvenait de la neige. Et grand-mère y baignait ses pieds fragiles. J'ai grandi près des 3 oliviers. L'olivier de Nessim, le paysan, l'olivier de Farida, sa fille, et l'olivier noir, le 3e, l'arbre de l'exil. J'ai grandi avec les parfums du basilic et les contes bleus du début des temps. Ailleurs, j'ai grandi pieds nus, sur des terres engraissées par les pluies et les feuilles, au creux d'un village bercé par sa colline, la première à Confesse et la première à rouler avec les garçons, derrière les ronces. Ailleurs, j'ai grandi sous un ciel gelé, contre le vent, contre le temps, mais adossé à des forêts nues. Et j'ai vu mes parents rire une fois l'an, quand le soleil ouvrait des sentiers bruns dans la neige. Je m'appelais Kim, Ingrid, Tania, Juliette ou Amina. Cela n'importe pas plus que la couleur de mes yeux. La couleur des yeux n'est pas la couleur du regard. Écoute, cela est comme un conte. Cela commence toujours comme un conte. À 18 ans, j'ai vu l'étranger sortir de la forêt dans un matin de neige bleue. Il a pris mon seau de neige, il l'a chauffé dans l'âtre et il a lavé les pieds fragiles de grand-mère. Avec mon père, il a refait le toit de la maison et il a demandé mes lèvres pour salaire et je n'ai pas baissé les yeux. Écoute, j'étais fille nubile. Je croyais ce qu'il faut croire. Ça commence toujours ainsi. Toujours pareil. L'évangile des apparences. Et puis le bruit est venu. Un tremblement sourd et lointain sous la terre. Et les feuilles ont tremblé aux arbres. Et quelque chose a chanté faux soudain dans la voix des rivières. Et la neige, molle, grasse et défaite, se prenait aux cheveux. Ça a duré des mois, des années peut-être. Un malaise douteux, indistinct, quand le muscle du cœur fait entendre son effort qui devrait se taire. Et puis le bruit est venu par toute la terre. On a entendu le pas des hommes. Et c'est un terrible symptôme, n'est-ce pas? On n'entend pas le pas de la foule le samedi dans les villes, sur les marchés. On n'entend pas le pas d'un homme qui va à son travail. Et quand un homme court vers ce qu'il aime, c'est son souffle qu'on entend. Mais quand la foule des guerriers se met en chemin, c'est son pas d'abord qu'on entend. Un pas qui martèle. Oui, les coups du marteau sur la terre. Un pas qui dit « Je suis là. Je suis partout. » Et comme des bêtes qui sentent de très loin venir l'incendie, chacun sent monter en lui l'écho sourd de ce pas. Pas d'histoire. Tout le monde sait cela. Tout le monde. Même l'enfant nouveau-né en a la mémoire.
Le bruit du pas des hommes en guerre. J'étais fille, jeune, et j'ai vu brûler les 3 oliviers. J'ai vu le vieux Nessim, à demi nu, la bouche mordant la terre, et serrant dans sa main rouge une poignée d'étoiles. J'ai vu Mahmoud et Djamel, les corps de Mahmoud et Djamel, noués aux entrailles puantes de leurs chevaux, la merde collée aux lèvres. J'ai vu la rivière boueuse noire et la colline en flammes feu noir, et les fils du village marchaient sur les cadavres. Et j'ai vu celui qui roulait avec moi derrière les ronces, mon amant neuf, aux mains gourmandes. Je l'ai vu briser la gorge d'un enfant comme un bambou. J'ai vu mon père tuer l'étranger et traîner son corps dans la neige, frappant son corps d'autant de coups qu'il prit de baisers à mes lèvres. À quoi bon, n'est-ce pas? À quoi bon? Réciter ces images, à quoi bon? Répéter le malheur. Un mot, le malheur. Fade. Un mot, fade le malheur. Répéter le malheur. Répéter le malheur. Répéter le malheur. Même ainsi répéter, fade le malheur, comme une ordure sèche sur le trottoir. Voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil turc et tous les nuages qui menaçaient notre maison, ensevelis au sein profond de l'océan. Voici nos fronts, parés de couronnes triomphales, nos armes ébréchées, suspendues en trophée, nos austères alarmes, changées en guerre rencontre, nos marches redoutables, en pavanes exquises, guerre, lugubre masque, a déridé son front. Et désormais, au lieu de chevaucher les coursiers harnachés pour effrayer les âmes d'ennemis timorés, il fait le lest et le cabri dans le boudoir d'une dame, au son lascif et langoureux d'un luth. Mais moi, qui ne suis pas formé pour ces folâtres jeux, ni fait pour courtiser l'amoureux miroir, moi,
qui suis marqué par le sceau de la rudesse. Je n'ai pas la majesté de l'amour pour m'aller pavaner devant une impudique nymphe minaudière. Moi, qui suis tronqué de nobles proportions, floué d'attrait par la trompeuse nature, difforme, inachevé, dépêché avant terme dans ce monde haletant, à peine à moitié fait. Si boiteux et si laid que les chiens aboient quand je les croise en claudiquant. Eh bien moi, en ce temps de paix, à languille, à la voix de fossé, je n'ai d'autre plaisir pour passer le temps que d'épier mon ombre au soleil et de fredonner des variations sur ma propre difformité. Et donc, si je ne puis être l'amant qui charmera ces jours si beaux parleurs, je suis déterminé à être un scélérat et à haïr les frivoles plaisirs de ces jours. J'ai tramé des intrigues, de perfides prologues, grâce à des prophéties d'ivrogne, des libelles et des rêves, pour dresser mon frère Clarence et le roi en haine mortelle, l'un contre l'autre. Et si le roi Édouard est aussi franc et droit que je suis rusé, fou et traite, aujourd'hui même, Clarence sera bouclée. Plongez, pensez au fond de mon âme, voici Clarence qui vient. Ce qu'elle a de terrible, ma vie, tu le demandes? Très bien, je vais te le dire. Peut-être que ça va me soulager. Et voilà, écoute-moi. De 10 à 4, comme tu le sais, je dois trimer au bureau. Une chaleur folle, pas d'air, des mouches, une pagaille indescriptible. Les solliciteurs ont perdu la boule. On ne voit plus que des types fâchés, qui vous menacent. Bref, un tohu-bohu à vous faire hurler. Bon, tu quittes le bureau. Tu es crevé, fourbu. Ce serait le moment de dîner et de piquer un bon roupillon. Penses-tu? N'oublie pas que tu es devenu un citadin, c'est-à-dire un esclave, un zéro. Et allez, en vitesse, aux commissions. Chez nous, au village, on a trouvé un truc délicieux. Un employé va en ville, alors n'importe qui, sans parler de sa propre épouse, a le pouvoir et le droit de le charger d'un tas de commissions. J'ai 5 listes de commissions dans ma poche et mon mouchoir est plein de nœuds. Alors tu vois, mon vieux, entre le bureau et le train, je ne fais que courir comme un caniche. Je tire la langue, ça me fait maudire l'existence. Du magasin à la pharmacie, de la pharmacie chez la couturière, de la couturière à la pharmacie, et retour à la pharmacie. Et ici, tu te casses la figure, là, tu perds ton argent. Ailleurs, tu oublies de payer, le commerçant te court après en hurlant. Bon, les commissions sont faites. Tu as acheté tout ce qu'il fallait. Autre problème, va m'emballer tout ce fourbi. Comment tu arrives à mettre dans un colis un lourd mortier en cuivre et un abat-jour en verre, du phénol avec du thé, les bouteilles de bière avec cette bicyclette? Un vrai travail de Romain, une énigme, un rébut. Tu as beau te creuser la tête, tenter l'impossible, tu finiras toujours par mettre un truc en miettes ou renverser quelque chose par terre. Et puis, c'est la gare. Te voilà devant le train, les bras écartés, tout tordu,
je ne sais quel paquet sous le menton, à moitié enterré sous des sacs et des cartons, Dieu sait quelle saloperie. Dès que le train se met en branle, les voyageurs envoient valser tes affaires. Ils crient, ils appellent le contrôleur, ils menacent de te faire débarquer. Tu as l'air faim, tu restes là, à les regarder comme un âne fouetté. Après toutes ces misères, j'arrive enfin chez moi. J'aurai le droit de boire un bon coup, de me payer une bonne ronflette, non? Compte là-dessus! Ta chère moitié est là qui te guette depuis longtemps. Tu viens à peine d'avaler 3 cuillerées de soupe qu'elle met le grappin sur le pauvre esclave. Il faut qu'elle te traîne un spectacle d'amateur ou à une soirée dansante. Inutile de protester, tu es un mari, ce qui veut dire une bête docile. Et je te la monte et je te la charge quand il me plaît. Rien à craindre de la SPA. Il est minuit passé quand tu rentres. Tu n'as plus figure humaine. Tu es une misérable loque, bonne à jeter aux orties. Enfin, repos. Ça y est, tu es déshabillé, couché aux anges. Autour de toi, c'est le calme, la poésie, la douceur. Les gosses ne piaillent pas derrière la cloison. Ton épouse n'est pas là. Ta conscience est pure. Le rêve, quoi. Tu t'assoupis et brusquement... Les moustiques! Les moustiques! Qu'ils soient 3 fois maudits les monstres! Les moustiques! Le supplice chinois! L'Inquisition! Je te pardonne sur un ton plaintif! C'est triste! On dirait qu'ils te demandent pardon! Mais ils te piquent, les salauds! Tu l'as pour 1 heure à te gratter! Alors fume! On fume-toi sous les draps! C'est comme si tu flûtais! Il n'y a plus qu'à dire amen! En crachant du dépit! Quels sont les effets? Bouffez-moi! Et soyez maudits! Ah! Tu t'es fait au moustique, ce n'est pas fini. Dans la pièce voisine, ton épouse étudie des romances avec des amis ténors. Le jour, ils dorment, mais la nuit, ils répètent pour un concert d'amateurs. Ah mon Dieu! Les voix de ténors! Quel supplice! Les moustiques, c'est du gâteau à côté. Ne dis pas que tu as perdu ta jeunesse. Je suis à nouveau devant toi. Allez, gredin! Ils m'ont crevé! Présent. Présent. Je veux pas, 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 Présent. À un moment, ça a débordé. C'est tout.
Il me reprochait son développement psychomoteur, Kiki. Il me reprochait ça. Son développement psychomoteur. Et mon enfance à moi. Ils ont voulu tout savoir sur mon enfance. Ben, je leur ai dit. Vous voulez savoir comment c'était? Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Qu'est-ce que tu voulais que je leur dise à eux? Une ferme dans le Jura, pas de souvenirs. L'horreur! Ça a dû être l'horreur. C'est flou. Flou. Ils m'ont dit le Jura sévère, il y a des vaches. Je leur ai foutu un pot de moutarde à travers la gueule. Et à la maison familiale de Sochaux, tu leur parles de moi. Ils parlent des pots de moutarde. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, le Jura? Tu connais, toi, le Jura, Kiki? Tu te rends compte? Tu connais même pas tes parents. Tu sais pas si ton père, il est brun avec une moustache ou pas. Et ta mère, quand on me dit Jura, rien. Pas de souvenir. Jura. Et alors? Il me disait, et les vaches, hein, les vaches, vous vous souvenez pas? Tout ça parce que je voulais lui donner son biberon moi-même à Lulu. Pourquoi je n'aurais pas donné son biberon moi-même? Je suis pas sa mère? Je suis pas une péricultrice. Et la péricultrice, la Marie-Jeanne, qui me dit non, tu n'auras pas ta fille. Pourquoi? À cause de son développement psychomoteur? Déjà que j'ai pas de souvenirs d'enfance. À part les bonnes sœurs de Nonce, à part ça, je vois pas. Y a rien à dire avec les bonnes sœurs de Nonce. Nonce, c'est dans le Jura. Et ça suffit avec ce Jura! J'avais pas demandé à y aller chez les bonnes sœurs! C'est ceux de la ferme, la famille d'accueil, qui ont dû dire qu'on la fout chez les bonnes sœurs, Arlette! Bah, j'ai été chez les bonnes sœurs. Point. Vous savez qu'à leur demander aux bonnes sœurs, à Lons. Alors ils m'ont dit, et la colonie de vacances de Moutier? D'où ils savaient ça sur moi, ces docteurs? C'est encore le psychiatre, le juge ou je ne sais qui? Pourquoi je leur parlerais de la colonie de vacances de Moutier? C'est un souvenir que j'aime pas! À cause de David. Tu te rends compte, Kiki? Avoir enfin des souvenirs et pas les aimer. Parce qu'avant rien, les vaches, les bonnes sœurs, je sais même plus la tête qu'elles ont, je leur dis. Et l'hôtel? Hein, l'hôtel? Vous voulez que je vous parle de l'hôtel? Puisque vous voulez tout savoir, vous savez que je travaillais à l'hôtel des Vosges de Sochaux? Mais non, ils revenaient encore à la colonie, et encore un coup à la colonie. Moi, je sais pourquoi ils voulaient que je leur parle de la colonie. Pas parce que j'ai fait des ménages, étant donné que j'en ai tellement fait des ménages, c'est pas original. J'étais enceinte à la colonie, c'est ça qui les intéressait! David? J'ai plus jamais revu. Partais à la colonie et puis... Il voulait connaître le processus. Ah ouais, le processus! Quel processus? Le processus pour faire un gosse? Qu'est-ce que je rigole, Kiki, je rigole, je leur ai dit ça. Vous voulez connaître le processus? Je vais vous dire, moi, David, comment il m'a fait un gosse. Qu'est-ce que je rigole? Je vais vous dire, moi, le processus de David. Parce que les juges, les psychiatres en ont un autre! C'est comment l'autre? Processus. Il n'y a qu'un processus, c'est celui de l'assistance publique, voilà. Des mères sans leurs enfants. Des enfants chez les nourrices. Des nourrices qui les foutent chez les bonnes sœurs. Oui, moi, la nourrice, elle me le montrait, mon junior. Mais si c'était pour chialer à chaque fois de le voir avec sa nourrice, et lui qui ne savait même pas que j'étais sa mère, je vois pas comment je voudrais entendre parler de processus. Il disait que
que je coupais mon enfant du monde extérieur pour s'enfermer dans ma chambre, que je surveillais mon enfant de façon abusive, que Lulu avait un développement psychomoteur insuffisant. Et c'était reparti avec le psychomoteur. Là, ça a été le drame. Ils ont attaqué. Et j'ai attaqué plus fort encore. Je leur ai dit tout ce que je pensais de la crèche qui était dégueulasse. Et la Marie-Jeanne avait foutu un coup de pied dans le berceau de Lulu. Qu'est-ce que j'ai pu les emmerder avec le coup de pied de Marie-Jeanne. À partir de là, je me suis déchaînée. Ils ont appelé le juge. J'avais plus de domicile. J'avais plus de travail. J'avais tout quitté pour Lulu. Le juge a pris une ordonnance de placement. Lulu en nourrice. J'ai demandé la même nourrice que Davidovitch, étant donné qu'ils ne connaissaient pas encore Lulu. Ils ont dit non. Mais moi, je voulais plus quitter Lulu. Alors je dis, je vais pour lui donner son biberon. La puéricultrice, elle me dit non. Elle prend Lulu, alors je prends Lulu. Elle me reprend Lulu et je lui reprends Lulu. Elle gueule, elle veut Lulu. Mais moi, je veux pas lui donner Lulu. Et je fous Lulu par la fenêtre. Comme ça, Lulu, il a personne. La puéricultrice, elle gueule. Infanticide! Infanticide. J'ai fait 3 crises de nerfs. J'ai pris des barbituriques. Je me suis tailladé les veines avec un couteau. Ils m'ont fait un lavage d'estomac. Ils sont beaux tes glaïeuls, mon kiki. Merci. Vieni alla finestra, o mio tesoro, vieni a consolar il pianto mio, se neghi a me di dar qualche ristoro, davanti agli occhi tuoi morivo io. Tu c'hai la bocca dolce più che il miele, tu che il zucchero porti in mezzo al cuore. Non esse gioia mia con me crudele, lasciati a me veder mio bell'amore. Jusqu'au jour enfin, fin d'une belle journée, où elle dit, se dit, à qui d'autre, tant qu'elle finisse, finisse d'errer, de ci, de là, tout yeux, toute part, en haut, en bas, à l'affût d'un autre comme elle, d'un autre être
comme elle, un peu comme elle, errant comme elle, de ci, de là, tout yeux, toute part, en haut, en bas, à l'affût d'un autre, jusqu'au jour enfin, fin d'une longue journée, où elle se dit à qui d'autre, tant qu'elle finisse, finisse d'errer de ci, de là, tout yeux, toute part, en haut, en bas, à l'affût d'un autre, d'une autre âme vivante, d'une seule autre âme vivante, errant comme elle, de ci, de là, tout yeux comme elle, toute part, en haut, en bas, à l'affût d'un autre, jusqu'au jour, enfin, fin d'une longue journée, où elle se dit, à qui d'autre, tant qu'elle finisse d'errer, de ci, de là, tout yeux, toute part, en haut, en bas, tant qu'elle finisse, jusqu'au jour enfin, fin d'une longue journée, assise à sa fenêtre, tranquille à sa fenêtre, unique fenêtre, face à d'autres fenêtres, d'autres uniques fenêtres, toutes stores baissées, jamais un seul levé, seul le sien levé, jusqu'au jour enfin, fin d'une longue journée, assise à sa fenêtre, tranquille à sa fenêtre, unique fenêtre, face à d'autres fenêtres, à l'affût d'un autre store levé, d'un seul autre store levé. Rien d'autre. Pas question d'un visage derrière la vitre. Dieu, affamé comme les siens, de voir, d'être vu. Non. Un store levé, comme le sien, qu'un seul. Et là, un autre être, là quelque part derrière la vitre, une autre âme vivante, une seule autre âme vivante.
qu'il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Il me dit des mots d'amour. Des mots d'amour. Mour. Je sais plus quoi, moi. C'est quoi des mots d'amour? De tous les jours? Des mots où on me dit tu? Qui me dit tu? Personne. Pas tu comme on dit. Tu viens d'où toi avec tes yeux? Mais tu quoi? Mon amour? Tu? Un tu où il y a tout, où je suis toute. Moi, mon nom, mes yeux, ma rue, la faim, un froid, des vagues, la nuit, la crasse, le mur où je dors, le tu où je dors, où je m'enroule, où j'attends, où je tends la main, la joue. Personne. Ah oui, personne. Il n'y a plus qu'à se dire tu toute seule, à t'appuyer la tête sur ton bras. Toute seule, ma fille. C'est comme te baiser toute seule, ma fille. C'est vide. T'es vieille d'un coup, ma fille. T'es comme une vieille qui doit se parler toute seule. C'est con. Tu parles à tes mains, tu vois. Je parle, d'accord. Je parle à mes mains, mes pieds, mais sont trop sales. Font trop mal, mes pieds, pour être autre chose que moi encore. C'est con. Tu peux pas, comme ça, te sourire à ton pied? Te dire non à ton pied? Il faudrait trouver des mots que tu n'as pas pu inventer toute seule. Pas à toi, qui n'existent pas en toi, que tu ne pourrais jamais te dire. Des mots qui te regardent avec des yeux, qui n'ont pas la couleur de tes yeux. Où faut parler, parler, jusqu'à ce que ta voix tombe là, devant toi, entre tes pieds, et qu'elle te demande « Tu es qui, toi ?» Et que tu puisses lui répondre comme un que tu connaissais pas. Je t'attendais, justement. Je t'attendais. Oui, mais ça, c'est le Père Noël. Non, je vais parler, parler, faut parler. C'est ça peut-être. Parler, sans s'arrêter, droit devant soi, haut, la bouche haute, en regardant devant. Et que quelqu'un s'arrête là. Parce qu'il a su que c'était lui, l'autre, à qui ça parlait. Parce que dans le tas de mots que je jette là-devant, il y a juste le mot qui est le sien, qui lui va comme un vent. Je sais pas, moi. Arbre! Fenêtre! Beefsteak? Couture! Minuit! Bourrasque! Des railleurs! Hiver. Sable! Mort. Le mot qu'il faut juste pour lui, à la seconde juste où il fait chez lui comme un déménagement, un rapide du diable, parce que ça tombe là, boum, comme une pierre, dans sa jolie vaisselle du dedans. Le mot qui va comme un vent. Mon cœur
tard.